Merci d'être avec nous dans Ici l'entretien. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un homme à qui on a beaucoup de questions à poser et qui est très présent, malheureusement pour lui, dans nos vies quotidiennes. Jo Saddi, le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça fait un an que vous êtes ministre. C'est quoi votre bilan, rapidement? Bonne question et question tout à fait légitime après un an. Euh, Ma tâche numéro une c'était la priorité de redonner confiance dans ce secteur et dans la manière dont il est géré. C'est un secteur qui souffre d'un déficit de confiance et d'argent accumulé depuis plus de 15 ans. Et donc, il fallait par tous les moyens recommencer à Est-ce bâtir que la confiance est revenue? la confiance est en train de revenir, je pense. La confiance reposait sur un certain nombre de choses. La première, c'était le respect de la loi. La loi 462, qui a été votée en 2002 concernant le secteur de l'électricité, prévoyait la création de l'autorité de régulation. C'était une condition sine qua non auprès d'instances multilatérales, mais aussi des investisseurs, en disant, vous avez une loi qui prévoit une autorité de régulation qui est censée réguler le secteur de manière indépendante et loin de la politique. Pourquoi n'a-t-elle pas été faite toutes ces années-là? Donc, dès le départ, nous avons donné le signal qu'il fallait absolument aboutir à l'établissement de cette autorité. Ça, c'est fait. Ça a été fait cet été. L'autorité a commencé à travailler. Elle travaille sur des dossiers assez importants. On peut y revenir par la suite. Oui, on va revenir voilà. Donc dossier par dossier. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, je dirais, nous avons arrêté la spirale de l'endettement. Comme vous le savez, l'État a ponctionné auprès de la BDL 24-25 milliards de dollars de fonds pour, en gros, acheter du fuel pendant toutes ces dernières années-là. Et je précise en parenthèse que ces 25 milliards proviennent en fait des fonds des déposants. D'accord? Donc l'idée que cet argent était utilisé pour subventionner l'électricité, en fait, ne tient pas parce que les déposants, les consommateurs, les Libanais et Se les sont déposants autofinancés. ne savaient pas qu'ils étaient en train de s'autofinancer. Mais nous avons arrêté cette spirale et en fait, nous avons arrêté l'endettement C'est ce qui explique, de l'EDL. c'est ce qui explique que les gens remarquent que les factures d'électricité sont beaucoup plus élevées alors qu'il n'y a toujours pas d'électricité. Alors, deux points là-dessus. L'EDL s'est engagé auprès de la Banque mondiale notamment à revenir à un cycle de facturation normal, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de facture vieille de plus de 3 mois. Or, il y avait des retards de facturation dans les 2 années précédentes pour toutes sortes de raisons, techniques et autres, et donc l'électricité du Liban a dû, disons, rattraper son retard de facturation, et ça a expliqué que chacun d'entre nous a payé en fait plusieurs mois cumulés pour que l'institution puisse arriver à un cycle de facturation tout à fait normal Donc de c'est 3 pas mois. plus d'argent, c'est Non, plus de factures voilà, de rattrapage. c'est un rattrapage Ok. de factures Alors, précédentes. alors Jobran Bassil, dans l'émission Sarloat avec Marcel Ranem la semaine dernière, a sous-entendu que vous pouviez donner plus d'électricité, mais que vous ne le faites pas, que lui a construit 2 usines, que vous non, entre autres choses. Voilà. Écoutez, Vous pouvez donner plus d'électricité et vous ne le faites pas? ça serait la chose vraiment stupide à faire pour un ministre de l'électricité qui peut donner plus d'électricité de ne pas le faire. Bon, indépendamment de ça. Et les deux usines Revenons à des choses plus sérieuses, justement, je vais en parler. Aujourd'hui, EDL, de par les usines existantes, peut arriver jusqu'à 10 heures d'électricité dans les usines utiles et à condition que la collecte des factures se On va en fasse parler. entièrement. Or, vous savez qu'il y a 30% de l'électricité qui est volée, on pourra en reparler. Et c'est pour cette raison-là, par manque d'usines, qu'aujourd'hui on se retrouve avec 7500 Mais moteurs. il a dit qu'il avait construit 2 usines. Il y a eu 2 moteurs de rajouter, ce qu'on appelle la Reciprocating Engine Azul, mais le constat, c'est qu'en 15 ans, on a un déficit de capacité de production qui est énorme.
on a besoin aujourd'hui de au moins 2 grosses usines de 825 mégawatts chacune. Pour que les gens comprennent Voilà. très bien, on est capable de produire 1000 mégawatts, on a besoin de 3000 à 3500. Voilà, exactement. Et donc, on a besoin d'investir dans les grosses usines, notamment Der Hamar et Zahrani, chacune pour 825 mégawatts. Donc, Oui, c'est le ça, besoin qu'on a. le problème, c'est que ça coûte 2 milliards de dollars. Absolument. Et d'où vous les sortez? Vous faites des tournées, mais... Alors, je travaille sur 2 tracks parallèles. Le premier, c'est effectivement de ma tournée auprès des pays arabes pour voir qui aurait l'appétit de venir investir dans ces usines-là au Liban. Vous ne faites pas un triomphe, hein. On peut reconnaître que vous ne faites pas un triomphe dans ces tournées. Pour l'instant, moi je fais ce que j'ai à faire, c'est d'aller expliquer le pourquoi, le comment et la nécessité, et qu'on le fait d'une manière, et qu'on approche ce dossier-là d'une manière technique, et non pas en voulant positionner des usines ici ou là pour des raisons politiques ou autres. By the way, c'est de là que vient l'intérêt de l'autorité de régulation. L'autorité de régulation est là pour faire ce genre de choix loin de la politique. D'accord. Donc ça c'est un. Donc le premier track, c'était de travailler avec des gouvernements du GCC en particulier pour les inciter à venir investir. Oui. Le deuxième track en parallèle... Qui va investir alors que le Hezbollah garde ses armes? Personne. Je vais revenir à ça. Mais le deuxième track parallèle, c'est que nous avons mandaté le IFC, l'International Finance Corporation, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, pour préparer un appel d'offres auprès d'investisseurs mondiaux qui viendraient investir dans ce secteur-là. Et la mission a commencé il y a 2 mois. D'ailleurs, ce matin, j'avais une réunion de points de progrès sur cet aspect-là. Donc, on travaille sur les 2 aspects en parallèle, gouvernement du GCC et appel d'offres international suivi par la Banque mondiale et le AFC. Vous posez la question de qui va venir investir. D'abord, pour investir aujourd'hui dans ce genre de projets, des méga-projets, disons, n'importe quel investisseur va exiger 2 ou 3 choses fondamentales. D'abord, une stabilité politique et sécuritaire. On n'a pas. Deuxième chose que n'importe quel investisseur va demander, c'est des garanties souveraines. On n'a pas non plus. Et donc, on est en train de travailler avec le AFC notamment sur comment arriver à sécuriser ce genre de garantie. Ce n'est pas évident parce qu'on connaît tous la situation financière et monétaire de la République libanaise. Mais je ne dirais pas que c'est facile, c'est difficile, mais on continue le travail et on persévère. Oui, pour qu'on ait une idée, pour que les gens qui nous regardent aient une idée, les 2 usines coûtent 2 milliards de dollars qu'on n'a pas. Plus ou moins, avec le et votre budget est dans le budget 2026 le budget du ministère en 2026 pour l'énergie et l'eau est de 115 millions. Voilà, salaire inclus. Salaire inclus, oui, tout à fait. Donc autant dire que la marge est... Mais c'est pour ça que la voie, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé qui doit financer ces investissements-là à travers la loi PPP ou une sorte de BOT. L'argent va devoir venir principalement du secteur privé. Alors, pour l'instant, on est en train de réglementer les moteurs. En fait, on les légitime. Et ça veut dire qu'on va avoir des moteurs pour l'éternité ou un jour il y aura de l'électricité dans ce pays? Alors, je reviens à dire que les moteurs existants existent parce que justement, il n'y a pas eu de grosses usines de bâties pendant toutes ces dernières années. Il y a un déficit de production. Si on avait comblé ce déficit de production, on n'aurait pas eu besoin de moteurs. Donc les moteurs existent, il faut toujours le rappeler à cause de ça. Deuxièmement, les moteurs... la manière de traiter ce dossier-là, c'est d'arriver un jour à produire de l'électricité pour que les gens n'aient plus besoin de moteurs. Troisièmement, en ce qui concerne la réglementation, le ministère de l'Énergie établit la tarification. Le ministère de l'Économie suit l'application de la réglementation, c'est-à-dire les tarifs, le respect des tarifs, l'installation des compteurs, etc. Okay. etc. Alors, on va essayer d'avancer. Vous avez dit tout à l'heure que 30% de l'électricité est volée. C'est les branchements illégaux, etc. L'État non plus, les services publics en tout cas, ne payent pas leurs factures.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que qu'est-ce que vous faites? Parce que quand on circule dans Beyrouth et ailleurs, on voit toujours ce chaos de fils branchés les uns sur les autres. Trois choses que nous faisons. D'abord, en ce qui concerne les factures de l'État, nous sommes parvenus à un accord avec l'aide du ministre des Finances pour que 80% des factures de l'État soient payées, je dirais, en flèche à l'EDL pour que l'EDL puisse Oui. acheter du fuel pour produire de l'électricité et 20%, les 20% restants sont utilisés pour compenser toute la dette de l'EDL envers l'État. Et les 30% volés Alors, par les gens. donc ça c'est un. Ça c'est en ce qui concerne les factures de l'État. En ce qui concerne les 30% qui sont volés, c'est un problème qu'il faut absolument résoudre. La question est comment EDL en ce moment, avec le concours des forces armées, et j'ai demandé aussi que la justice y soit associée, mène une campagne disons de traitement de ces illégalités-là. Et je leur ai demandé de se concentrer sur les gros bonnets, non pas d'aller vers vers la maison qui a un branchement d'une lampe ou du frigo, mais vraiment d'aller vers les gros bonnets qui volent je dirais l'électricité à échelle quasi industrielle. Et j'ai demandé, et on a eu une réunion au Sérail même là-dessus, que 10 à 15 des plus gros voleurs d'électricité soient traduits devant la justice. C'est un passage obligé, mais ça ne va pas régler tout le problème. C'est pour ça que nous sommes en train de réfléchir avec l'aide de la Banque mondiale et l'autorité de régulation et travaille avec la Banque mondiale sur ça. C'est comment reconfigurer le secteur de distribution dans le futur. Comment faire en sorte que dans les régions, la manière dont les régions seront divisées à l'avenir, à travers un appel d'offres, un groupe, quelqu'un prenne une zone donnée, dans cette zone-là, achète l'électricité de l'État, s'occupe de une décentralisation. De la collecte. Donc une sorte de décentralisation de la distribution avec possibilité éventuelle de production décentralisée, temporaire ou même définitive. On me cite souvent l'exemple de Zahle. Comme exemple à suivre. C'est une des pistes que la Banque mondiale est en train d'étudier avec l'autorité de régulation. Bon, on va passer au dossier de l'eau. Oui. Bon, c'est une immense richesse que le Liban a et elle est perdue. On voit des gens qui appellent des citernes d'eau pour remplir de l'eau parce qu'ils n'ont plus d'eau alors qu'il pleut. Où il y a des barrages, ils existent toujours. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Alors, l'eau est un problème beaucoup plus grave que celui de l'électricité. Vous savez, l'électricité, quand on a l'argent pour bâtir des usines, le problème est réglé. L'eau est une question beaucoup plus difficile et grave parce que, à part le fait que c'est un droit fondamental avoir accès à l'eau, il s'agit d'avoir aussi la bonne infrastructure pour y arriver. Oui, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des barrages? Ils existent. Donc aujourd'hui, il y a quatre barrages dont la construction a débuté et dont la construction est arrêtée en plein milieu dans 4 endroits. Et ce sont les barrages de Balaa, Ba'ata, Janneh et Msaïl Hawsa. Msaïl, c'est celui qu'on voit sur l'autoroute en montant vers le nord à droite et qui est vide. Chacun de ces barrages a un problème spécifique. Balaa a été construit dans une région qui est connue pour ses trous d'eau, d'ailleurs d'où vient le nom. Be'ata est arrêté en plein milieu. Le contracteur avait été mis sur la liste noire OFAC, je pense, aux États-Unis. Janneh, des avis techniques divergents sur comment compléter ce barrage, notamment avec une faille de Batroun qui n'avait pas été vue. Mais à nouveau, c'est comment terminer ce barrage-là. Et Msaïlha qui est sous-scellé. Le barrage de Msaïlha aujourd'hui est sous-scellé. Donc on fait quoi? On fait 4 autres barrages? Non. Alors là, il s'agit... Ce que j'essaie de sortir, disons, pas de l'eau techniquement. J'ai obtenu un financement de la France pour étudier techniquement le côté légal et le côté accountability, on peut en reparler. Mais j'ai obtenu un financement de la France à travers l'AFD pour étudier techniquement quoi faire des 2 barrages de Balaa et de Ba'ata.
pour qu'on nous dise techniquement, il faut y aller, il faut continuer, voici la solution technique, ou bien il faut faire autre chose, penser à autre chose. L'AFD fait l'appel d'offres en ce moment pour choisir les experts. Donc on va avoir des barrages? Donc ce sont des barrages qui existent déjà à moitié faits. Il faut les continuer. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est les laisser comme ça. Oui. On ne peut pas les laisser comme ça. Et à nouveau, des barrages qui sont en milieu de construction, on peut soit les continuer, on peut les redimensionner, ou bien on peut les utiliser à autre chose, décider qu'il n'y a pas de barrage là et on fait autre chose. Donc moi, je veux en sortir vraiment d'un point de vue technique. Par ailleurs, il y aura une accountability, je dirais, politique ou autre, mais ça c'est un dossier. C'est pas facile comme dossier, l'eau, hein, parce que... Non, c'est pas facile. Alors, une avancée qui a été faite, c'était le prêt de la Banque mondiale qui a été approuvé par le Parlement il y a un mois, juste avant les fêtes, qui va permettre de compléter un projet qui avait commencé auparavant pour amener de l'eau dans le Grand Beyrouth. Et donc ça, la Banque mondiale a obtenu l'accord du Parlement. Ça va prendre quelques années. C'est pas, dans l'eau, il n'y a rien qui est fait instantanément. Donc vous avez soulevé un problème qui est essentiel, qui est celui des citernes. Moi, la question que je reçois tout le temps, c'est comment se fait-il qu'on n'ait pas d'eau, mais qu'il y a des citernes qui vendent. Il faut distinguer entre deux choses. Il y a certains puits qui ont été autorisés à des fins industrielles, agricoles ou comme investissement. Mais il y a aussi une grosse partie de vol dans l'eau. Tout comme il y a un problème dans l'électricité, il y a un problème dans l'eau. Je rappelle ce mois-ci, nous avons arrêté les activités de deux gros trafiquants d'eau. Il y a des trafiquants d'eau. Ah oui, absolument, absolument. Et il y en a deux qui vont être envoyés, un qui a déjà été envoyé passer du temps auprès de la justice, et le deuxième va suivre. Nous avons arrêté ceux-là dans les régions d'Antellier et de Jebel. Et la bonne chose, quand les gens voient ça, c'est qu'on commence à voir maintenant, les gens commencent à parler et nous dire, écoutez, on en connaît un autre qui est là, allez voir. Et moi, je souhaite que ce problème vraiment de dépistage des trafiquants illégaux d'eau se poursuive au niveau du Liban entier. Un dossier aussi, avant de dire deux mots de politique peut-être aussi, il y a le gaz. Oui. Le gaz. On a défini les frontières maritimes avec Israël, avec Chypre, reste la Syrie. Tout à fait. Écoutez, ça c'est un problème politique. Je ne sais pas à quel moment va se faire la délimitation des frontières maritimes avec la Syrie. Vous travaillez, c'est votre dossier ou pas? Non, la délimitation des frontières, l'autorité du pétrole est partie prenante, mais c'est un dossier qui est mené, je dirais, au niveau du ministère. Parce qu'on a l'impression que tout le monde autour de nous a du gaz, la Syrie, Israël, Chypre, et que nous... Ouais. Il ne se passe rien. Il y a du gaz ou il n'y a pas de gaz? Il y a deux choses. Parfois, on nous dit qu'il n'y a pas de gaz. Ouais. Non, alors, si vous êtes en train de poser la question sur le gaz, sur l'exploration de gaz, je voudrais revenir à l'utilisation du gaz dans l'électricité, si on a encore le temps, parce que c'est absolument critique. Comme vous le savez, il y a eu deux forages dans le passé, dans les blocs 4 et 9, faits par le consortium qui avait été appelé à l'époque avec Qatar Energy, Total et Eni. Bloc 4, la conclusion du consortium sur le puits qu'ils ont foré était que les quantités commerciales n'étaient pas disponibles là où ils ont foré, je précise, là où ils ont foré. Bloc 9, pareil. Et là, ils ont obtenu la concession dans le bloc 8, où ils ont été maintenant ils sont dans l'obligation. Alors qu'avant, ils n'étaient pas dans l'obligation, dans leur offre précédente, ils sont dans l'obligation maintenant de faire l'étude sismique 3D qui, elle, vraiment va déterminer le point de forage et sur cette base-là décider... Donc il y a du gaz, on va trouver du gaz. Je dirais dans les blocs, il devrait y avoir du gaz. Le gaz, l'exploration du gaz ne se limite pas à forer un seul puits. Je rappelle toujours une histoire qui est très présente. Il y a 20 ans de cela, oui, presque 20 ans, Shell avait creusé un puits dans un champ gazier en Égypte et avait dit non, il n'y a rien. 14 ans plus tard, une autre boîte creuse dans une autre partie de ce bloc-là et a découvert un des plus gros gisements gaziers d'Égypte. Oui. Donc là aussi, c'est politique. Parce que tant que... Non, là, ce que nous allons faire, en fait, nous allons préparer maintenant
le lancement du 4e round de concession. Et ce qu'on essaye de faire en préparant ce 4e round, c'est de revoir certaines des conditions d'octroi ou d'habilitation à présenter des offres pour ces blocs-là, mais surtout aussi à refaire le travail de confiance dans le secteur en parlant avec les investisseurs, avec les grosses boîtes, en leur disant revenez voir un peu, c'est le moment de revenir voir un peu. Monsieur le ministre, est-ce que tous vos projets peuvent aboutir alors que politiquement, par exemple, le Hezbollah garde ses armes? Écoutez... Parce qu'aucun de ces projets ne peut aboutir. Je ne dirais pas qu'aucun de ces projets ne peut aboutir, mais c'est sûr que n'importe quel investisseur va vouloir une stabilité politique et sécuritaire. D'accord ? Donc, si vous me posez la question, est-ce que c'est quelque chose qui rend la chose plus difficile ? Absolument. Oui, mais au Conseil des ministres, vous êtes avec des députés qui sont du Hezbollah, des ministres qui sont du Hezbollah. Vous leur dites, les gars, on ne va pas pouvoir avancer. Écoutez, je fais remarquer une chose, c'est que oui, ça a été dit. Et deuxièmement, je reviens toujours sur le fait que quand la déclaration ministérielle a été votée, elle a été votée par l'ensemble des ministres. Et cette déclaration ministérielle requiert le retrait des armes du Hezbollah, du Hezbollah, de les rendre armés, et que l'armée soit la seule habilité à posséder des armes. Donc, oui. Parce que dans quelques temps, vous ne viendrez pas nous dire, comme dit Jean Basile, ils ne m'ont pas laissé. Non, ce n'est pas mon style de dire ils ne m'ont pas laissé. Je fais ce qu'il faut faire. Je prépare toute la plateforme nécessaire pour que au moment où les investisseurs sont prêts, tout soit prêt pour les accueillir. Moi, c'est ça le travail sur lequel je me concentre. En attendant, il y a des projets qui peuvent aboutir à plus court terme, notamment le projet sur lequel je travaille depuis un certain temps, la conversion du secteur de l'électricité au gaz. En tout cas, vous n'avez pas choisi le ministère le plus facile. Si c'était à faire, vous viendriez? Non, écoutez, j'ai eu une longue carrière de consultant. Le moment était venu de pouvoir rendre quelque chose à notre pays. J'ai pris ce job-là parce qu'il était difficile, pas parce qu'il était facile. Et connaissant bien ce secteur-là, je ne pouvais pas rester là, les bras croisés, à pontifier de l'extérieur en disant il faut ci, il faut ça, il y a qu'à faire ceci, il y a qu'à faire cela. Et je me suis dit, je me dois à mon pays de venir faire ça. Okay. Merci, monsieur le ministre. Merci, Joe Sadé, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Restez sur Ici Beyrouth, toute l'info en continu.